Si tu souhaites en tirer un maximum de bénéfices de tous les contenus que je propose et également mettre en application facilement, pas à pas, avec toutes les astuces que je te donne à travers mes podcasts, mes vidéos et plein d'autres contenus, je t'invite à aller regarder le guide de contenu BDO que je propose, qui est le lien en tout premier dans la description de cet épisode de podcast. Et sinon, je te souhaite un très bon épisode. À très vite. Ciao. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler du sélénium et plus précisément, c'est le premier épisode sur 3 épisodes que je vais faire par rapport au sélénium. Et aujourd'hui, je vais plutôt traiter la partie de à quoi sert le sélénium, pourquoi est-ce qu'il faut en consommer, au final comprendre le pourquoi avant que j'explique dans les prochains épisodes le comment, c'est-à-dire que dans l'épisode numéro 2, je vais parler de comment avoir suffisamment de sélénium grâce à l'alimentation et les différents facteurs à prendre en compte qui expliquent ou non qu'on a un risque de carence en sélénium. Et puis dans le 3e épisode, je vais plutôt expliquer l'aspect supplémentation. Est-ce que c'est utile ou pas de supplémenter en sélénium dans certains cas? Et si oui, comment faire? Donc aujourd'hui, je vais traiter vraiment la partie des rôles. Et du coup, pour commencer, je vais expliquer ce que c'est que le sélénium, parce que effectivement, le sélénium fait partie des micronutriments dont on a besoin, mais plus exactement, ça fait partie des oligo-éléments qu'on a besoin. Autrement dit, c'est un nutriment qu'on a besoin en de très petites quantités tous les jours, et c'est un petit peu ça qui fait que le sélénium, c'est assez complexe au niveau du nombre de sélénium à avoir par jour, puisque on estime environ que les besoins minimums en sélénium pour un adulte sont d'environ 55 à 70 microgrammes par jour. Et donc c'est une quantité extrêmement petite, ce qui fait que ça peut être à la fois très facile d'être en carence de sélénium, aussi bien d'être en bon taux de sélénium, mais on peut très vite aussi venir à des taux toxiques de sélénium. Alors ça, je pense que j'en parlerai peut-être un petit peu plus dans l'épisode numéro 2, quand je vais commencer à parler vraiment des sources de sélénium, parce que là je vais vraiment parler de à quoi sert le sélénium en tant que tel. Mais c'était vraiment pour introduire le nutriment et pour un petit peu plus savoir de quoi on parle. Donc là, on est vraiment sur un oligo-élément, donc des quantités très très petites, mais malgré le fait que le sélénium est présent de très petites quantités dans le corps et qu'on en apporte très peu dans la journée pour justement faire fonctionner le corps correctement, c'est quand même nécessaire d'apporter ça. Et le sélénium, lui, il va servir. Donc il ne va pas servir en fait de manière directe, c'est-à-dire que les différents rôles dont je vais parler, ça va pas être le sélénium en tant que tel qui va l'apporter, puisque le sélénium, une fois qu'il est absorbé, va justement produire, ou du moins servir à la production de ce qu'on appelle les sélénoprotéines, qui sont différentes protéines. Donc je vais les présenter une par une, parce que de toute façon, les différentes familles de sélénoprotéines ont des rôles différents la plupart du temps. Et ces sélénoprotéines, ce sont elles en fait qui vont permettre d'apporter des bénéfices pour la santé, et également de faire tout simplement fonctionner le corps correctement. Donc autrement dit, si ça s'appelle des sélénoprotéines, c'est que le sélénium est nécessaire pour produire ces protéines, c'est-à-dire qu'elles sont dépendantes au sélénium, et que sans sélénium on ne pourrait pas en produire, ce qui va faire des dégâts au niveau de la santé. Donc ces sélénoprotéines, on en a une vingtaine dans le corps, donc on en a environ 26, si je me trompe pas, c'est environ à peu près 25, et tu vas voir qu'il y en a pas mal que je ne vais pas parler, pour la simple et bonne raison que même si on les a découverts, on les a nommés, eh bien il y en a plein où on sait pas trop encore à quoi elles servent dans le corps humain. Il y en a on sait pas trop, on n'arrive pas trop à comprendre la distribution dans le corps, pourquoi c'est là, pourquoi c'est plus dans tel organe, comment ça agit, comment ça interagit avec les différentes molécules du corps. Donc il y en a beaucoup, on sait pas trop à quoi elles servent encore, ou du moins on n'en sait pas assez pour donner des informations vraies, et c'est pour ça que je ne veux pas donner des informations qui ne sont pas fondées, sinon ça n'aurait pas trop de sens. Là je vais parler vraiment des sélénoprotéines où on a suffisamment de données pour pouvoir affirmer le rôle qu'elles ont. Donc il y a différentes familles, comme je l'ai dit, de sélénoprotéines, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des sélénoprotéines qui sont en quelque sorte toutes seules, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment leur rôle à part, mais il y a aussi des sélénoprotéines qui ont un rôle très similaire, et du coup on les a regroupées dans une même famille, puisqu'elles ont aussi une structure similaire, et elles parfois agissent sur des structures très très ressemblantes, voire sur les mêmes structures. Et pour commencer, on va commencer par parler d'une sélénoprotéine. Donc c'est un petit peu la sélénoprotéine de base, on l'appelle l'SEP. Donc cette sélénoprotéine, en fait, c'est une sélénoprotéine qui est délivrée dans
Donc une fois qu'elle est créée, elle est délivrée dans le sang et cette sélénoprotéine est responsable de la distribution du sélénium dans les autres tissus pour justement produire les autres sélénoprotéines. C'est-à-dire que sans cette sélénoprotéine, on ne pourrait pas produire la grande majorité des autres sélénoprotéines. C'est un petit peu la sélénoprotéine de distribution, c'est un peu le transporteur. Et du coup, c'est celle-là que je voulais commencer. Je voulais commencer par celle-ci, puisque ça me semble logique de parler de celle-là avant de parler des autres, puisque les autres sont dépendantes de notamment la fabrication de cette sélénoprotéine-là. Donc le sélénium, en fait, pour pouvoir être ramené à ça, c'est-à-dire pour que la SEP puisse être créée, le sélénium, une fois qu'il est absorbé, il va d'abord aller dans le foie, donc il va passer au niveau du foie, et c'est justement dans le foie que cette SEP va être produite. Et du coup, c'est le foie, en fait, en quelque sorte, qu'on pourrait dire qu'il est responsable de la régulation de tout le sélénium dans le corps et donc de la distribution du sélénium dans le corps pour après assumer tous les autres rôles du sélénium liés aux différentes autres sélénoprotéines. Donc ça, c'était la première que je voulais aborder. Alors maintenant, on va parler des différentes grandes familles. Alors, la première grande famille que j'avais envie de parler, c'est ce qu'on appelle les glutathione peroxydases. Alors, les peroxydases, les glutathion peroxydases, je le dis en anglais, donc ça marche pas trop. Mais donc c'est une famille, ça, de 5 sélénoprotéines. Donc il y a, pour les abréviations, on dit GPX, donc GPX1, GPX2, GPX3, GPX4 et GPX6. Il n'y a pas de GPX5. Et en fait, chacune, donc ça c'est différentes sélénoprotéines et ces 5 sélénoprotéines-là font justement partie des 26 sélénoprotéines. C'est-à-dire que quand j'avais dit tout à l'heure qu'il y a 26 sélénoprotéines, on parle bien de 26 sélénoprotéines individuelles. Et c'est-à-dire pas 26 familles de sélénoprotéines. Là par exemple, j'ai dit une famille qui sont les glutathion peroxydases. Mais justement cette famille-là en contient déjà 5 sur 26. Donc ça c'était juste un petit détail, mais c'était pour expliquer qu'on va déjà couvrir une bonne partie des sélénoprotéines dans cet épisode, même si comme je l'ai dit, il y en a pas mal. On a juste les noms, je pourrais limite les citer, mais ça n'a pas grand intérêt, où on n'a pas les rôles précis, on les a pas encore découverts. Donc pour revenir à ces glutathion peroxydases, donc les différentes, elles ont un petit peu chacun un rôle propre. Donc on a la GPX1. Donc cette GPX1, elle est très sensible au changement de sélénium dans le corps. C'est une sélénoprotéine qui a l'avantage d'être régénérée très très rapidement. Et en fait, cette sélénoprotéine-là, comme la GPX2 et la GPX3, permet de catalyser la réduction du peroxyde d'hydrogène, si je dis pas de bêtises dans la traduction, et également des hydroperoxydes organiques, je vais y arriver, et ces différentes molécules-là, en fait, le fait de réduire ces molécules-là, ça permet d'éviter la propagation de tout ce qui est stress oxydatif dans le corps. Donc par exemple, le peroxyde d'hydrogène, c'est reconnu comme un radicaux libre, et du coup, si on en accumule trop et qu'on ne le réduit pas, eh bien ça va faire que ça va abîmer les tissus, ça va abîmer les cellules à long terme et donc ça va amener à une vieillesse prématurée, ce qu'on appelle, et donc à différentes maladies à très long terme par exemple. Donc ces GPX là, les 3 premières par exemple, ont ce rôle de protection. Alors de toute façon, il faut savoir que les 5, je vais y venir, mais les 5 ont un rôle de protection, puisque de toute façon, vu qu'on parle de glutathion peroxydase, quand on parle du glutathion, qui est un des antioxydants les plus puissants du corps, on parle forcément de rôle d'antioxydant, de rôle protecteur au niveau du corps contre le stress oxydatif dans la majorité des cas. Donc voilà, il ne faut pas être trop étonné. Mais voilà, ces 3 premiers, c'est vraiment le rôle qu'elles ont. Et évidemment, s'il y en a 3 différentes, c'est qu'elles agissent dans différentes parties du corps. C'est-à-dire que l'A3, donc la GPX3, elle agit seulement sur le milieu extracellulaire, donc c'est la seule GPX qui agit principalement sur le milieu extracellulaire. La deuxième, elle protège l'épithélium de l'intestin contre justement le stress oxydatif. Et puis la GPX1, elle est un petit peu plus présente dans le corps, elle est un petit peu plus distribuée. Donc c'est un petit peu les particularités de chacune. Alors après, on a la GPX4
qui a un petit peu aussi son propre rôle. Donc elle, contrairement aux 3 autres, elle est directement capable de réduire les hydroperoxydes de phospholipides et également les hydroperoxydes de cholestérol. Et donc ces hydroperoxydes-là, pareil, ce sont des molécules qui, quand elles s'accumulent de trop, vont amener un stress oxydatif qui peut être justement néfaste pour la santé à long terme. Et cette GPX-là 4 va justement permettre d'agir contre ça et d'éviter qu'il y ait un excès et donc d'amener en fait à une bonne santé tout simplement à long terme. Donc voilà un petit peu pour la GPX numéro 4. Et enfin on a la GPX numéro 6. Alors celle-là elle est un petit peu plus spécifique et c'est donc je sais pas si c'est pour ça qu'on l'a mis en numéro 6, là j'ai pas la réponse, mais cette GPX là est un petit peu plus liée au développement embryonnaire. Donc ça concerne moins tout ce qui est vie adulte, tout ce qui est vie courante. C'est un petit peu plus à une période spécifique qu'on en parle, mais cette GPX6 là a aussi un rôle contre le stress oxydatif, mais vraiment un rôle plus spécifique, donc au moins global. Donc ça c'était la première famille, donc les glutathions peroxydases qui sont au nombre de 5, et comme je l'ai expliqué, c'est vraiment un rôle ici d'antioxydant, de lutte contre le stress oxydatif qu'on a pour ces différentes sélénoprotéines. Alors ensuite, en deuxième famille, on va rester un petit peu sur ce type de rôle, sur ce type de fonction. On a ce qu'on appelle les thiourédoxines réductases, donc encore un nom un peu farfelu. Là, on en a 3 des thiourédoxines réductases. Donc on a la TRXR1, la TRXR2 et la TRXR3. Donc ici, il n'y a pas de chiffres manquants, hein, c'est assez logique. Alors pareil, la TRXR1, la 2 et la 3 ont un petit peu chacune leur propre distribution dans le corps, hein, c'est-à-dire qu'elles n'agissent pas au même endroit, elles ont un petit peu leur spécificité, mais au niveau de leur rôle, c'est très très similaire, hein. C'est d'ailleurs encore plus similaire qu'entre les GPX. Là, c'est surtout au niveau de la distribution dans le corps que ça change, et que donc on a décidé de les nommer différemment. Donc elles ont principalement 2 rôles, ces thiourédoxines réductases. Là, le premier rôle évidemment c'est de catalyser les réductions d'un grand nombre de substrats, donc pour différents rôles, hein. Ça peut être aussi bien des rôles purement métaboliques, mais aussi des rôles vraiment protecteurs. De toute façon, tout ce qui est réduction, généralement, c'est aussi bien un rôle de formation de molécules que un rôle de prévention contre des molécules qui peuvent être justement néfastes en excès dans le corps. Donc c'est ce qu'on parlait juste avant. Donc ça c'est le premier rôle des thiourédoxines réductases. Et puis donc c'est notamment parmi ces substrats-là, il y a évidemment la thiourédoxine, hein, parce que si on les appelle les thiourédoxines réductases, c'est qu'elles sont en mesure de réduire la thiourédoxine, qui est une molécule, pareil, on doit éviter d'avoir trop dans le corps, hein, comme tout, parce que sinon ça va devenir néfaste pour la santé, ça va amener différents processus chimiques qui vont abîmer les cellules, qui vont perturber le métabolisme de manière générale. Donc ça c'est vraiment la globalité du premier rôle de ce groupe de sélénoprotéines. Après il y a un autre rôle aussi qui est très intéressant et aussi lié à un effet protecteur, c'est que ces thiourédoxines réductases vont être en mesure, puisqu'elles permettent de réduire différentes molécules, elles vont être en mesure en fait de régénérer d'autres antioxydants. Donc on pense notamment à la coenzyme Q, donc la coenzyme Q10. Il y en a aussi d'autres, mais on n'est pas encore totalement sûr à 100% chez l'humain, même si on a quand même quelques preuves. C'est la vitamine C et la vitamine E, qui sont 2 nutriments très importants au niveau du profil d'antioxydants, puisque la vitamine C c'est à la fois un antioxydant hydrosoluble et justement la vitamine E un antioxydant liposoluble. Donc les deux se complètent, les deux sont importants, et la thiourédoxine réductase, elle peut régénérer en fait ces différents antioxydants en justement leur donnant un électron un électron pour justement passer de leur état oxydé à leur état réduit, puisque évidemment quand un antioxydant est utilisé pour agir par exemple sur une molécule, donc un radicaux libre, eh bien ça a des échanges d'électrons, etc. Et ça fait que les antioxydants, à un moment donné, ils sont sous une forme oxydée, puisqu'ils ont donné de leur électron ou autre pour justement prévenir des dommages dans le corps. Et en fait la thiourédoxine réductase va elle justement régénérer ces antioxydants en aussi leur donnant un électron. Donc c'est vraiment une réaction en chaîne en quelque sorte qui se passe dans le corps au niveau du système immunitaire notamment, et sur tout l'aspect
oxydatif, antioxydant, etc. Donc ça c'est vraiment le rôle de la thyroïdoxine réductase, enfin du moins des thyroïdoxines réductase. Donc ça c'était la deuxième famille que je voulais parler. Ensuite on a une troisième famille, donc ça va être la troisième et la dernière dont je vais parler parce que les autres on en sait beaucoup moins. Et ici, on va vraiment changer de rôle, hein. On va peut être sur un rôle d'antioxydant, mais on va être sur un rôle vraiment de métabolisme, puisque les sélénoprotéines dont on va parler ici, ce sont les déiodinases. Donc elles sont au nombre de 3, et ces déiodinases, peut-être que ça te dit quelque chose, mais c'est lié à la thyroïde, qui est un organe dont on parle de plus en plus dans la santé. Et en fait, ces déiodinases-là, donc il y a la si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, la DIO1, la DIO2 et la DIO3 qui existent. Donc encore une fois, au niveau des différents numéros, c'est tout simplement lié à leur localisation dans le corps principalement, mais pas que, puisque la DOI1 et la DOI2 vont permettre en fait, donc à quoi elles servent ces déiodinases de manière générale, elles permettent de produire les différentes hormones thyroïdiennes. Et justement la 1 et la 2 permettent, on va dire, de faire la même transformation, la même conversion, c'est-à-dire de transformer la T4 en T3. Donc ça, c'est les hormones thyroïdiennes, hein. Il y a la T4, il y a la T3, il y a la RT3. Donc je vais pas en parler en détail, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, si tu veux un épisode sur la thyroïde, j'en ai fait déjà un avec Maxime, qui est l'épisode de 96 à peu près. Il faut que tu ailles dans les 90, mais j'en ai déjà fait un sur la thyroïde avec Maxime, qui en sait beaucoup plus que moi sur ce sujet-là. Donc je t'invite à aller l'écouter si ça t'intéresse ce sujet. Mais pour faire court, la DOI 1 et 2 ont justement un rôle similaire totalement, c'est juste que ça se fait pas au même endroit au niveau du corps. Elles sont présentes dans différents tissus, dans différents organes. Et la DOI3, elle est plus liée à la reverse T3. Et pareil, elle a la délocalisation différente, mais elle aussi, elle est un petit peu comme la JPX6. Elle est plutôt liée à la période embryonnaire. C'est vraiment un aspect protecteur chez l'embryon, donc c'est très spécifique. Mais ces déiodinases, justement, donc sont des enzymes, hein, pour être produites, elles ont besoin effectivement de sélénium. Et ces enzymes-là, elles sont essentiel, hein, c'est vraiment essentiel pour justement produire notamment de la T3. Et la T3, cette hormone thyroïdienne, est responsable de plein de rôles dans le métabolisme, hein, aussi bien la régulation de la température dans le corps, aussi bien le métabolisme de base de manière générale, la synthèse de plein d'autres molécules. Bref, ce sont des hormones qui sont absolument nécessaires pour avoir une bonne santé de manière générale, pour notamment avoir de bons niveaux d'énergie, hein, c'est-à-dire ne pas avoir trop froid, également avoir un métabolisme qui marche bien, c'est-à-dire ne pas avoir en quelque sorte un métabolisme en berne qui dort. Tout ça c'est très important, et du coup le sélénium en quelque sorte de manière indirecte est nécessaire pour justement tous ces rôles-là. Donc là j'ai parlé vraiment des principales familles de sélénoprotéines. Donc on a les glutations peroxydases au nombre de 5, on a les thyroïdoxines réductases au nombre de 3, et on a les déiodinases au nombre de 3. Ce qui fait donc un total déjà de 11 sélénoprotéines, où on sait quand même beaucoup de choses, ou du moins suffisamment de choses chez l'homme pour en être certain. Et le reste des sélénoprotéines, donc il y en a pas mal d'autres, mais on n'a pas assez d'infos pour affirmer des choses, donc je préfère pas en parler. Et je pense pas que ce soit très utile de les citer, hein. Juste les noms, ça n'a pas trop d'intérêt de juste dire ça. Donc ça c'était vraiment l'épisode en fait sur à quoi sert le sélénium. Alors pour un petit peu conclure, en quelque sorte on pourrait dire à quoi sert le sélénium de manière générale, maintenant qu'on sait tout ça sur les différentes sélénoprotéines nécessaires pour justement pour avoir une bonne santé, hein. Donc les différentes sélénoprotéines qui ont besoin du sélénium pour être produites. Et d'ailleurs quand j'ai dit qu'il y en avait 11 qu'on a vu, il y en a 12 plus exactement, parce qu'il y a aussi la SEP. Eh bien, on pourrait dire que le sélénium a principalement un rôle d'antioxydant dans le corps, parce qu'on a vu que 2 des 3 familles qu'on a déjà vues de manière détaillée sont liées purement à ce rôle antioxydant, à ce rôle contre le stress oxydatif. Et il y a aussi un troisième rôle qui est un petit peu un rôle de soutien, on pourrait dire, dans le métabolisme global du corps, lié à tout ce qui est hormones thyroïdiennes. Donc voilà un petit peu, je dirais, pour résumer cet épisode. N'hésite pas, si cet épisode t'a plu, à mettre une note, ou alors à laisser un commentaire si ta plateforme te le permet. Et si tu as des questions, il ne faut surtout pas hésiter à m'envoyer un message, je te répondrai avec plaisir. Et on se dit à très vite pour l'épisode justement numéro 2 du sélénium, où on va parler de vraiment comment avoir de bons taux de sélénium. Parce qu'au final, si on n'en a pas de bons taux, on va pas pouvoir amener tous ces rôles-là dont on vient de parler dans le corps. Et donc ça va poser un problème aussi bien pour la santé que pour les performances sportives évidemment. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.